Partie 2. Comment on fait autrement? Je souhaite ici aborder des pistes de réflexion, tout en ayant conscience que dans les faits, nos moyens ne nous permettent pas toujours de les mettre en pratique. Cependant, il me semble important de se positionner, à tout le moins idéologiquement sur ces questions, pour tendre vers cet idéal, même s'il peut se trouver des situations où nous n'avons pas d'autre choix que d'apporter une réponse moins satisfaisante. Grand A. S'intéresser aux notions de justice restaurative et transformative. Participer dans mon assaut à la réflexion sur la réponse à apporter suite à la révélation de ce viol a été l'occasion pour moi de découvrir les notions de justice restaurative ou transformative, dont les logiques sont bien différentes de celles du système judiciaire que je connaissais via mon activité professionnelle. Je trouve particulièrement intéressante l'idée que ce mode de gestion des agressions poursuive un triple objectif, à savoir mettre en sécurité, prendre soin et redonner du pouvoir aux victimes, responsabiliser et transformer les auteurs, questionner et transformer les conditions au sein de la communauté qui ont permis ou facilité la commission de l'agression. Pour creuser ces questions, vous pouvez aller voir la brochure Accounting for Ourselves, sortir de l'impasse autour des agressions et des abus dans les milieux anarchistes, ou encore l'article de la justice en milieu militant, qui est sur le site internet Expansive Info, ou enfin le livre Pour elles toutes, Femmes contre la prison, de Guénola Ricordo. Cette conception de la justice me parle beaucoup, en ce qu'elle envisage la résolution de situations qui mettent en danger la cohésion de la société, en tenant compte tant de l'aspect individuel que du contexte collectif ayant concouru à la réalisation des faits. Je vais essayer de reprendre chacun de ces trois objectifs, d'exposer comment il en a été tenu compte dans mon assaut et ce qu'il, selon moi, aurait pu être amélioré. Petit 1. Ne pas parler à la place d'eux et redonner du pouvoir aux victimes. Il se trouve que les discussions que nous avons eues au sein de mon assaut se sont principalement concentrées sur le premier de ces objectifs, à savoir tenir compte des besoins de la victime de Martin. Cet objectif est bien entendu fondamental et doit primer en termes de temporalité, puisqu'il est question avant tout de pallier à l'urgence, de faire ce qui est à notre portée pour que la victime puisse traverser cette épreuve le moins mal possible. Or, dans notre cas, la personne qui avait dénoncé ces violences sexuelles n'était pas membre de notre assaut. Nous ignorions son identité et n'avions pas de contact direct avec elle. Nous lui avons donné la possibilité de nous faire connaître ses besoins si elle le souhaitait, en passant par l'intermédiaire de l'autre collectif concerné par cette affaire. Elle ne nous a pas répondu, ce qui est bien entendu son droit et un choix tout à fait légitime. Sans ces informations, il me semblait difficile de supposer quels pouvaient être les besoins de cette personne et de justifier nos décisions par la nécessité de tenir compte de ses intérêts. Les discussions entre nous ont pourtant beaucoup tourné autour de ces questions. Exclure Martin pour répondre aux besoins de sa victime de se sentir soutenue, pour lui assurer un cadre safe dans l'hypothèse où elle souhaiterait rejoindre notre assaut ou participer à nos événements. Plus généralement, répondre aux besoins de toutes les personnes qui ont pu être victimes de violences sexuelles, en leur garantissant de ne pas courir le risque de croiser un violeur dans nos cercles. Ce genre de raisonnement me paraît problématique, en ce qu'il vient essentialiser les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, les réduire à leur seule qualité de victimes, nécessairement traumatisées par ce qu'elles ont vécu, et leur imputer des besoins et des réactions qui seraient toutes similaires. Entre ces suppositions hâtives et la non prise en compte de la parole des personnes victimes, puisqu'on connaît déjà leurs besoins, pas nécessaire de le leur demander, il n'y a qu'un pas que la justice d'État me semble avoir déjà franchi, tant les victimes n'ont, devant les tribunaux,
qu'un tout petit espace pour s'exprimer sur la condamnation de leurs agresseurs. Vous voulez vraiment porter plainte? Mais vous étiez consentant, vous étiez en jupe, vous allez lui ruiner la vie, le pauvre. Qui est un dossier de cœur terrible, mais de cœur, et pas un dossier de criminalité. Or, j'ai pu, dans mon activité professionnelle, rencontrer des personnes victimes qui pouvaient exprimer des besoins très divers. Certaines souhaitaient ne plus avoir affaire à leur agresseur. Mais d'autres, par exemple, cherchaient à conserver le lien, ou à se confronter à lui. Toutes ces réactions peuvent être légitimes, et nous n'avons pas à porter de jugement dessus. Or, supposer qu'une personne qui a été victime de violences sexuelles doit naturellement vouloir éviter le contact avec son agresseur, ou avec toute autre personne ayant commis des violences sexuelles, revient à porter un tel jugement, et à considérer comme anormal des réactions différentes. Ayant été moi-même victime d'une agression sexuelle, et étant restée en contact avec Martin, il m'était particulièrement désagréable pendant ces réunions d'entendre d'autres parler à ma place, en soutenant qu'il était important pour les femmes qui auraient subi des violences sexuelles et qui fréquentaient nos événements, de s'assurer qu'elles n'aient pas à croiser un violeur. La société s'attend à ce que lorsque l'on a subi une violence sexuelle, on soit traumatisé, abattu pour longtemps. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est peut-être qu'au fond, on a voulu ce qui nous est arrivé. Virginie Despentes explique qu'après le viol collectif qu'elle a subi adolescente, elle a mis des années à se reconnaître victime, parce qu'elle n'avait pas le sentiment que ce qu'elle vivait et ressentait correspondait à ce qu'on attendait d'une victime, et qu'il en a découlé pour elle beaucoup de culpabilité et de honte. Parler à la place des personnes victimes, faire des suppositions sur leur façon de vivre les choses et sur leurs besoins, revient à nier la diversité des situations vécues, à les réduire au silence, et sans doute dans certains cas, à accroître leur difficulté à dévoiler une situation de violence sexuelle, ou leur difficulté à la surmonter, puisque leurs besoins réels ne seront pas pris en compte. Je considère par conséquent que pour réellement tenir compte des besoins d'une personne ayant subi une violence sexuelle, il faut lui donner la possibilité, si elle le souhaite, d'exprimer vraiment librement ses besoins et arrêter de faire des suppositions qui reviennent à des jugements de valeur. Si on lui a réellement offert un espace de parole libre et qu'elle ne s'en est pas saisie, alors n'essayons pas de remplir le vide. Contentons-nous de constater qu'on n'est pas en position d'aller plus loin en ce qui concerne la prise en compte des besoins de la victime. Et occupons-nous des 2 autres niveaux d'intervention que nous suggère la justice transformative.